Et maintenant le docteur Alain Goudet, ancien chercheur au CNRS, formé à la psychologie biodynamique, à l'éducation musicale et vocale, à l'aide bioénergétique, va nous parler de l'ADN et son champ d'information et de son métier. Bonjour. Alors d'abord, je voudrais remercier la famille Agrapar et Philippe Gaudet pour m'avoir invité à partager mes recherches et les connaissances que j'ai acquises. Et également pour votre accueil extrêmement chaleureux. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être là. Et ce que je vais vous présenter, en fait, c'est des recherches que je fais et que j'ai été chercheur au CNRS, et ce que j'ai conservé disons comme habitude, c'est d'aller chercher les sources. C'est-à-dire que j'aime bien aussi dans la chromatothérapie le sérieux, la rigueur. Et bien c'est ce que j'essaye aussi de faire, c'est-à-dire que ce que je vais vous présenter, ce sont les recherches de chercheurs dont je suis allé chercher les sources et les écrits scientifiques. Donc, d'habitude, je fais une conférence sur les réseaux énergétiques des lieux sacrés, et donc c'est la première fois que je présente ce sujet. Je dirais essentiellement, ça concerne que les organismes vivants émettent de la lumière. Donc, vous vous intéressez à la lumière reçue. Là, on va voir que les chercheurs se sont intéressés à la lumière émise par les organismes. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant, puisque tous les corps chauds émettent des rayonnements calorifiques infrarouges, et que tout le monde a plus ou moins entendu parler des caméras infrarouges qui permettent de faire des images, même quand il n'y a pas de lumière visible, mais seulement d'infrarouge. Mais il y a une grande différence entre la lumière infrarouge et ce que je vais vous présenter, c'est que cette lumière infrarouge, elle est incohérente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était des instruments de musique qui émettaient cette lumière infrarouge, eh bien chacun joue pour son compte. Mais il n'y a pas un ensemble coordonné, cohérent. Et donc là, je vais parler de lumière cohérente. Un des premiers chercheurs qui a émis cette théorie, enfin c'est pas théorie, expérience, c'est Alexander Gurevitch, qui est un chercheur russe. Il y a beaucoup, je vais citer beaucoup de chercheurs russes en fait, qui ont, puisque vous voyez c'était dans les années, en fait c'est en 1922, qu'il a observé les cellules d'oignon en cours de division. Alors je m'adresse spécialement à Anne pour lui dire qu'oignon, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est juste une parenthèse pour dire qu'il existe une réforme de l'orthographe depuis 1990 et que certains mots ont été corrigés mais que personne ne l'applique. Voilà, moi je l'applique. C'est tout. Je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il a observé? C'est que pendant ces cellules qui se divisent sur une tige d'oignon, il met des plants d'oignon à côté et il voit qu'ils sont influencés par la division. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est émis de ces cellules en division mitotique et qui influence les autres. Et quoi? Alors, il a fait des expériences, il a mis des fenêtres entre. Et il a vu que s'il mettait une fenêtre en verre, ça passait pas. S'il met une fenêtre en quartz, ça passe. Donc pour lui, ça veut dire que ce sont les rayons ultraviolets qui transmettent l'influence. Donc d'une part, les organismes émettent ces rayons ultraviolets, les oignons, mais d'autre part, ces rayons influencent les autres cellules. Ensuite, alors, d'abord, je voulais vous dire aussi que si vous avez envie de noter, etc., vous pouvez bien sûr, mais que vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de ce que je vais dire dans cette conférence, et même beaucoup plus, dans mon site internet. Alors, de temps en temps, vous allez voir apparaître ici, là, le titre d'un des articles que j'ai mis sur mon site internet dont je vous parlerai à la fin.
Donc vous pouvez le retrouver, tout un ensemble d'articles sur l'ADN. Le deuxième chercheur que je cite parmi bien d'autres, hein, c'est quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup en Russie qui ont fait ça, c'est le professeur Kaznachiev, vous voyez, mort récemment en 2014, qui a fait énormément d'expériences, peut-être 10 000 ou 12 000 dans ce domaine. Et voilà, il a pris des cellules, une culture de cellules, et puis une autre, du même tissu physiologique, et avec aussi une fenêtre de différentes natures, en verre ou en quartz par exemple, et s'il perturbe une des cultures, par exemple en mettant un virus ou en mettant du poison, eh bien l'autre aussi va être influencé alors qu'il n'y a aucune... Il prend souvent des tubes en fait scellés qui fait qu'il n'y a aucune possibilité de transmission chimique. Et eh bien la deuxième culture est influencée uniquement si la fenêtre est en quartz, donc par les rayons ultraviolets. Bon, je peux préciser que pour que ça marche, il faut quelques heures, mais si possible 48 heures, et évidemment que ça soit dans l'obscurité, pour qu'il n'y ait que la lumière émise par l'organisme qui intervienne. Alors un autre chercheur qui a énormément travaillé dans ce domaine, là c'est en Allemagne, Fritz Albert Popp, né en 1938, et qui a fait beaucoup d'expériences dans les années 1980. Alors je voudrais quand même préciser, ce matin le docteur Agrapar disait que la médecine ne reconnaissait pas le côté énergétique. Eh bien, de la même façon, ces chercheurs ne sont pas reconnus par l'académie. Hein, ce sont bon, ils ont travaillé dans l'académie. Albert Popp, il a travaillé à l'université allemande, mais je dirais malgré ses collègues et malgré son autorité, malgré les autorités. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des organismes vivants dans le noir et il a bénéficié à son époque, dans les années 80, de nouveaux photomultiplicateurs qui permettaient de recevoir, de capter des photons avec beaucoup plus de sensibilité que ses prédécesseurs. Et il a montré que la plupart des organismes vivants, mais après d'autres ont montré avec des capteurs sensibles, encore plus sensibles, que c'était tous les organismes vivants qui émettent de la lumière. Mais là, c'est pas que de l'ultraviolet, c'est l'ultraviolet et tout le spectre de la lumière visible. Mais si on fait l'analyse de ces spectres, on s'aperçoit qu'ils témoignent de l'état de l'organisme lui-même. Et donc on peut s'en servir comme diagnostic de l'état de santé des cellules ou de l'organisme. On peut par exemple voir aussi si une orange a été cultivée en biologie ou avec des produits chimiques, etc. On peut voir si une cellule est cancéreuse ou non, pas uniquement par son émission photonique. Donc, émission photonique émise par des organismes biologiques, il a appelé ça des biophotons. Allons plus loin, il a montré que dans la cellule, qu'est-ce qui émettait ces photons? C'était l'ADN. L'ADN est en fait qui stocke les photons et qui les réémet. Alors peut-être qu'on va préciser un petit peu de quelle façon, mais toutes les cellules ayant de l'ADN, et plusieurs, puisque chaque chromosome a de l'ADN, l'ensemble donne un champ photonique qui baigne tout l'organisme. Tout l'organisme, c'est-à-dire de façon cohérente, chaque cellule est informée de l'état de toutes les autres à tout moment. Donc ça c'est quand même assez, c'est pas nouveau, mais en même temps par rapport à ce qui est enseigné à l'académie, c'est nouveau. L'information, on rentre dans l'idée d'information. Donc non seulement les organismes émettent de la lumière, les autres la reçoivent, mais avec des informations. Donc je vais beaucoup parler
d'information. Et peut-être je vais rappeler quelques caractéristiques essentielles de l'ADN. D'abord, pour vous dire que l'ADN, il n'y a pas longtemps qu'on le connaît, puisqu'on n'était pas capable de voir les éléments microscopiques, et qu'il a fallu attendre 1820 et l'invention du microscope à lumière pour déjà savoir que les organismes étaient faits de cellules. Donc, par exemple, les cellules végétales, on a pu voir qu'elles avaient des noyaux. Et puis, ensuite, on a regardé au microscope ces noyaux par exemple, pendant la division de la cellule en deux cellules filles. Et vous savez qu'au microscope, on ne peut pas voir facilement des cellules si on ne voit pas des techniques particulières. Dans ce cas-là, il faut mettre un colorant. Un colorant, donc, quand on colore, eh bien, les chromosomes retiennent la couleur. C'est pour ça qu'on les appelle des chromosomes. Et c'est donc en analysant chimiquement ces chromosomes qu'on a vu qu'ils étaient faits d'ADN et de protéines. Ensuite, on a, donc ça c'est l'ADN d'une bactérie qui a éclaté, donc on peut voir son ADN déroulé au microscope électronique. Et donc ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique, comme tout le monde le sait, mais pourquoi ce nom? D'abord parce qu'il est dans le noyau, mais maintenant on sait qu'il n'est pas que dans le noyau, puisqu'il est aussi dans les mitochondries. Mais acide désoxyribose, c'est surtout les fonctions chimiques, et ça ne dit rien de sa fonction génétique. Hein. Et il est l'assemblage, parce que ça on va en avoir besoin tout à l'heure, vous le savez, de 4 bases nucléiques, hein, CATG par exemple, hein, donc, qui veulent dire adésine, cytosine, guanine et thymine. Et ces bases sont ordonnées dans un ordre extrêmement précis. Et un gène, c'est quoi? Un gène, c'est juste une partie de cet ADN et un tout petit segment. On sait que l'ensemble des gènes, en fait, ne dépasse pas 5% de l'ensemble de l'ADN. À quoi servent le reste? Eh bien, on va en parler tout à l'heure. On a aussi déterminé en 1953 par la structure aux rayons X, en prélevant de l'ADN dans les cellules et en les assemblant de façon orientée, que cette structure était une structure de double hélice. Donc il y a deux brins réunis par des bases. Et à quoi ça sert? Pourquoi il y en a deux? À part le fait que quand ils se divisent, on peut répliquer. Eh bien, Hoppe, tout à l'heure, que je vous ai parlé, Fritz Haber-Hoppe, il a montré que l'ADN accumulait les photons dans ces structures intermédiaires entre les deux brins. Donc voilà peut-être l'explication pourquoi il y a deux brins. Et que ces photons peuvent circuler le long de l'ADN. Et donc, l'ADN est à la fois un lieu de stockage et une antenne émettrice et réceptrice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où l'ADN se duplique? Ces brins vont se séparer localement et s'éloigner. Donc, voilà, jusqu'à se dérouler complètement. Et donc, il y en a un deuxième. Hein, donc, le bleu, c'est l'ADN d'origine. Et le rouge, c'est le nouvel ADN qui se forme. Donc, à la fin, on va avoir simplement deux brins. Donc, c'est la façon dont l'ADN se duplique biologiquement. On va voir qu'il y a une autre façon électromagnétique. Donc, je vais parler du champ d'information de l'ADN et des travaux d'autres chercheurs
en particulier celui de Luc Montagnier, prix Nobel pour sa découverte du virus du sida, qui continue ses recherches, mais comme il n'a pas plus le droit de faire au CNRS parce qu'il est trop vieux, et bien il est parti les faire en Chine. Voilà, enfin, je ne sais pas s'il est véritablement en Chine, mais enfin, il le fait sous l'égide de l'Université de Chine. Qu'est-ce qu'il fait? Il mesure les signaux électromagnétiques émis par des solutions diluées de molécules d'ADN. On met l'ADN dans de l'eau, et en fait, il a repris les travaux de Jacques Benveniste, qui a été conspué, et tellement qu'il en est mort. Et ça consiste en quoi? On prend un tube avec l'ADN, la solution d'ADN diluée, on met dans une bobine, etc., pour recueillir le signal électromagnétique et on l'enregistre sur ordinateur. Qu'est-ce qu'a fait Luc Montagnier? Il a repris le même système, mais avec des solutions plus ou moins diluées. C'est-à-dire qu'on dilue par 10, par 100, 10 fois 10, 10 fois 1000, 10 000 pour des solutions, etc. Et dans une certaine gamme de dilution, il y a ce signal. Il n'est pas pour les basses dilutions, il n'est pas pour les hautes dilutions, mais dans une certaine gamme. Donc il le met dans la bobine et il enregistre ce signal. Et puis, il enlève, il filtre complètement l'eau et il remet dans la bobine et il mesure encore le signal. C'est-à-dire que le signal existe même en l'absence des molécules. Donc, ça veut dire que l'eau a véritablement enregistré le signal électromagnétique de l'ADN. Il met un autre tube à côté. Alors, dans une expérience, première expérience, le tube à côté, c'est de l'eau pure, avec toutes les précautions, filtrées, tubes scellés, etc., etc. Et le signal du tube 1 est transféré dans le signal du tube 2. Et donc ça, il a mesuré, constaté avec son équipe. Dans une deuxième expérience, donc on a toujours le même tube 1, solution filtrée et diluée, qui émet les signaux, mais dans l'autre, on met l'eau, comme tout à l'heure, mais avec en plus ces constituants d'ADN, c'est-à-dire ces bases ACGT dont je vous parlais tout à l'heure, mais on vrac des milliers de ça, et donc la difficulté, comme vous savez, c'est pour refaire l'ADN, c'est de les mettre dans le bon ordre. Donc pour ça, il faut un plan. Habituellement, le plan, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est que c'est moulé sur le brin de l'ADN au moment de la duplication de l'ADN. Mais là, le plan, ça va être le champ électromagnétique de l'eau, qui est enregistré dans l'eau. Et donc avec les expériences qu'ils ont fait plusieurs types d'expériences. Vous pouvez avoir des renseignements un peu plus précis dans mon article, mais l'ADN d'origine a été reconstitué à 98%. Donc c'est un ADN, c'est pas un ADN humain, c'est un ADN assez court, mais ça montre quelque chose qui n'est pas connu, qui est vraiment pour moi très très important et qui change complètement notre regard sur la vie. C'est que des signaux électromagnétiques pilotent la synthèse chimique. Ça veut dire que si vous mettez des substances ensemble, elles vont se rassembler, mais pas comme des Legos, pas au hasard, des dilutions comme ça, mais parce qu'il y a un plan électromagnétique, un codage, si vous voulez, derrière, qui pilote ces réactions. Imaginez maintenant si vous intégrez cette notion et que vous l'appliquez à d'autres choses, qu'est-ce que ça va donner? D'accord? Ça va donner que peut-être la théorie de Darwin sur les choses qui se font par hasard et par sélection naturelle, ça tombe à l'eau. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je suis en train de travailler. Oui, auparavant, je voulais vous dire que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un champ électromagnétique ambiant
de 7 Hz environ. Ça m'a étonné. Pourquoi? Alors, l'explication probable, qui n'est pas garantie mais qui est probable, c'est que 7 Hz, c'est la fréquence qui entoure la Terre et qu'on appelle la résonance de Schumann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la résonance de Schumann. J'ai aussi écrit tout un article là-dessus, mais là, je n'ai pas le temps de développer. Je vais vous dire simplement, voici les mesures actuelles des résonances de Schumann. En fait, la première résonance est assez fluide. Vous voyez qu'il y a des harmoniques. Hein, mais, bon, ça c'était en 3 mars 2017. C'est mesuré en permanence et dans plusieurs endroits de la Terre. Donc on est sûr que, je le dis parce qu'il est de bon ton dans certains milieux spirituels de dire que la résonance de Schumann a augmenté, que ça montre le changement de vibration de la Terre. Peut-être que la vibration de la Terre change, mais en tout cas, c'est pas dû à la résonance de Schumann. Alors revenons maintenant au plan directeur des réactions chimiques et appliquons ça aux origines de la vie. Vous savez que la vie, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait de l'ADN, donc des protéines d'abord, donc des acides aminés et des enzymes. Donc la théorie qui est admise actuellement et qui a été inventée par Oparin et Haldane dans les années, je ne sais plus, de la soupe primitive en 1930 ou 40, je ne sais plus, 48 je crois, c'est que les acides aminés et l'âge nucléique ont été formés par des réactions chimiques à partir de vapeur d'eau, de gaz carbonique et d'azote, par les éthers, au hasard, et que les molécules se sont assemblées par hasard et que les meilleurs gagnent et ont été sélectionnés. Mais à partir des travaux de Montagnier et d'autres, par exemple, le docteur Peter Marcer a écrit la possibilité d'une chimie induite par un signal quantique contrôlé de façon optimum était alors inconnue au moment de la production de cette théorie. Et maintenant, on sait que c'est au cœur de l'évolution de la vie. C'est-à-dire que si ces molécules ont été créées, c'est piloté par des champs électromagnétiques, autrement dit des codes d'information. Alors, allons plus loin. Là, on va aller dans des choses encore plus bizarres. En particulier par ce chercheur, un Chinois, né en 1931, et qui a fui la Chine au moment de la révolution culturelle et qui est allé en Russie. Il a fait ses travaux essentiellement en Russie. Il a inventé un dispositif qui s'appelle le biotron, qu'il a breveté, et qui permet de transférer un signal électromagnétique d'un organisme vers un autre organisme. Alors lui, il prend des œufs, il utilise pour ça une onde électromagnétique de haute fréquence qui passe à travers un organisme, qui enregistre le code génétique de cet organisme, et après ça passe sur un autre organisme et ça transforme son code génétique. Donc vous voyez, c'est quand même un haut risque éthique, mais ça vaut le coup de voir ce qu'il a fait pour comprendre ce qui est possible et comment les mécanismes de la nature fonctionnent. Donc par exemple, il a fait passer une onde sur du blé et l'a envoyé sur les plants de maïs. Eh bien, les plants de maïs avaient certaines, quand ils se sont développés, avaient certaines caractéristiques du blé. Par exemple, les épis avaient changé de forme et il y avait des tiges multiples. Alors, il y a quelqu'un qui parle, mais je n'entends pas. Ce serait comme un clonage électromagnétique. Un clonage électromagnétique? Non, c'est pas un clonage, c'est une modification. C'est une modification. C'est pas un clonage. Ça apporte certains caractères, mais il y a quand même les caractères du maïs qui restent.
Ensuite, il a pris des œufs de canard et a envoyé vers des œufs de poule. Eh bien, la poule avait des caractéristiques du canard, en particulier des pattes palmées. Donc, ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire qu'on est capable de faire un peu n'importe quoi. Donc, mais, vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est d'une part que si ce chercheur l'a fait et que moi je l'ai vu sur Internet, donc chacun d'entre nous pourrait faire pareil, nous savons comment ces technologies, ça veut dire que d'autres l'ont déjà depuis longtemps et l'utilisent de façon secrète, d'une part. Et autre chose, ça veut dire qu'il faut regarder que la vie se développe et peut-être toutes les créations pilotées par des champs électromagnétiques qui peuvent être transférés. Un autre chercheur très intéressant, c'est Pierre Garniarev, qui s'appelait Piotr autrefois, parce qu'il travaillait en Russie aussi, et qui fait aussi, lui aussi une expérience de transfert du code génétique avec des pommes de terre, de telle sorte que lui, il fait ça avec un laser qui passe plusieurs fois dans la pomme de terre saine, et donc il enregistre le code, et puis après il envoie ce code sur des pommes de terre moins vitales, et donc il a eu des bons résultats avec ça. Je vous renvoie à mon article pour les détails. Il a fait ça aussi avec les pancréas de rats, des rats expérimentaux, hélas, qui ont été rendus malades du pancréas par des poissons. Et il a envoyé les signaux d'un pancréas sain avec le protocole habituel, c'est-à-dire des lots témoins, etc., des statistiques. Et il a montré qu'il a pu guérir la plupart des rats avec cette technique, alors que le lot témoin, ils sont tous morts. Je vous renvoie à mon article aussi. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ça? C'est aussi bien le chinois avant que Garniarev. Ils ont déduit que, en fait, qu'est-ce que c'est que le génome? C'est pas simplement la molécule, c'est aussi le champ électromagnétique qui entoure la molécule, ou qui est diffusé par la molécule. Et donc, pour ces chercheurs, le génome comporte une partie ondulatoire qu'il appelle supergène, sous forme d'hologramme. Alors ça, c'est encore une notion, c'est-à-dire que hologramme, ça veut dire qu'à chaque instant, toute partie du corps connaît l'information de l'autre. Hologramme, c'est-à-dire qu'on a la connaissance globale instantanée. Et la partie moléculaire, elle, sert d'antenne. C'est comme si c'est le stockage de ce code, alors que la partie ondulatoire, elle peut être modifiée, et elle peut même modifier la partie moléculaire. Je vous invite à réfléchir sur ça. Si on envisage que les créations chimiques sont pilotées par des codes électromagnétiques ou d'autres champs, ça rejoint les traditions. Et les traditions disent pas qu'on est né par hasard, que les choses se font par hasard et avec la sélection naturelle. Ils disent déjà qu'il y a un éther, un champ d'énergie qui remplit l'univers. Ça, c'est un autre de mes dada, je suis aussi en train de vulgariser ça. En disant que la notion d'éther a été beaucoup employée par les Grecs, qui disent que c'est une matière céleste pure et homogène. Donc en fait, qui n'est pas une matière, qui est au-delà d'une matière. Mais c'est plus développé dans la philosophie indienne du Samkhya qui dit il y a une substance primordiale qui est la prakriti. Et donc c'est cette substance primordiale qui vient donner les codes à la manifestation de la matière. Mais au-delà de la prakriti, il y a la purusha, et la purusha, elle envoie les impulsions à la prakriti. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'information. Il y a un niveau qui est peut-être les indications générales, et un autre qui est les
des codes particuliers. Par exemple, dans la Purusha, ça pourrait être l'idée des lois de la matière, et la Prakriti, c'est comment on peut appliquer ces lois de la matière pour construire une maison. C'est une image, bien sûr. Vous aurez des développements dans mon article sur la géométrie des créations de l'univers. Et je vais revenir à d'autres expériences de Gurdjieff qui montrent la réalité de cet éther qui n'est pas électromagnétique. C'est au-delà du champ électromagnétique. Vous savez, j'ai étudié les différents aspects de la physique quantique, pas très au niveau technique, hein, mais juste dans leur aspect, comment les choses s'articulent et comment l'université bloque certaines connaissances. Et donc, dans la physique quantique relativiste, on dit qu'il y a un champ d'énergie du point zéro. Et ce champ d'énergie du point zéro, c'est des particules électromagnétiques, des photons, qui oscillent tout le temps. Là, c'est au-delà du champ électromagnétique. C'est comme s'il y a un niveau plus fin encore. Gurdjieff, il a pu s'en rendre compte en faisant une expérience de spectrographie par diffusion de la lumière. Alors, un spectrographe, c'est employé bien sûr dans les laboratoires de façon courante. On prend une solution diluée d'ADN et on envoie la lumière, mais pour connaître le signal caractéristique de l'ADN, il faut déjà faire l'expérience à vide. Donc voilà, donc en l'absence de solution d'ADN, on a un truc un petit peu informe, ce qu'on appelle du bruit de fond. Et quand il y a l'ADN, voilà ce qu'on obtient. Là, on a simplement la taille caractéristique que l'ADN en solution, il se met en boule, et c'est à peu près les tailles caractéristiques de cette boule. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la solution d'ADN, et puis il a remesuré la diffusion de la lumière. Et qu'est-ce qu'il obtient? Ça. C'est-à-dire qu'il y a des pics qui correspondent à des caractéristiques de l'ADN. C'est-à-dire que c'est comme s'il mesurait l'empreinte laissée par l'ADN. L'ADN n'est plus là, mais on mesure son empreinte. Et s'il y a une empreinte, hein, si vous marchez et que vous avez des empreintes de pas, c'est parce qu'il y a une substance qui garde cette empreinte. Donc il peut y avoir une empreinte que s'il y a une substance qui la conserve. Et donc cette substance, eh bien, c'est le champ d'énergie universelle au-delà du champ magnétique. Et Nikolai Kozyrev, qui a vécu en Russie en 1908 et 1983, qui a fait du goulag, et qui a beaucoup réfléchi et eu des visions. Et une fois sorti de prison, il a fait des expériences extrêmement nombreuses. Il a fait des expériences sur les corps en rotation, et en particulier sur les gyroscopes. Et il a montré que le poids des gyroscopes variait en fonction de la vitesse de rotation et en fonction de l'orientation par rapport au champ magnétique de la Terre. Et il a relié ça à l'existence justement de ce champ d'énergie universelle que le corps absorbe ou restitue lorsqu'il est en rotation. Et il a fait des tas d'expériences jusqu'à sa mort en fait, avec une balance de torsion qui tourne en fonction d'une force qu'elle reçoit chaque fois qu'il y a des phénomènes qui émettent ou reçoivent ces flux de champs de torsion. On les appelle les champs de torsion. Ce champ d'énergie universelle, les Russes les appellent les champs de torsion. Ils ont été étudiés par un théoricien aussi, Gennady Shipov, qui a fait la théorie de ces champs de torsion, qui permettent à la fois d'intégrer dans l'univers les forces de spirale,
jamais prise en compte, même dans la théorie générale d'Einstein. Donc en fait, la théorie de Shipov intègre les lois de la relativité générale d'Einstein et intègre les 4 forces fondamentales de l'univers qui dérivent de sa théorie. C'est pas le seul à avoir fait ce genre de théorie, mais disons que c'est peut-être celui qui l'a poussé de façon théorique le plus loin et de façon la plus cohérente, en lien avec aussi d'autres chercheurs russes comme Akinov et Kozyrev, déjà cité tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, contrairement au champ électromagnétique, dont l'influence va à la vitesse de la lumière, c'est que ces champs-là, la vitesse est infinie. Donc en fait, il n'y a pas de vitesse. La transmission d'informations est instantanée et sans énergie. Et on peut se dire, mais alors la lumière, pourquoi elle transporte l'information? Mais il y a aussi que les champs électromagnétiques, comme la lumière, créent des champs de torsion. Donc quand vous envoyez un faisceau lumineux quelque part, il y a la lumière et il y a les champs de torsion qui sont associés. Voilà. Alors, voilà, j'ai terminé ma présentation, mais je vais rajouter 2 choses. C'est que, effectivement, il y a beaucoup de choses que je pourrais développer beaucoup plus. Donc, je vous ai cité quelques articles. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Voilà, donc directscience.fr, j'ai des cartes qui le donnent encore. Donc vous allez retrouver l'ensemble de ces articles, mais d'autres aussi sur la musique, sur la psychologie et d'autres, sur la géométrie, la physique. Et j'ai écrit 2 livres. Alors j'en ai apporté quelques-uns, parce que je suis venu en train, alors j'en ai pas apporté beaucoup, puis j'ai été vraiment très étonné, parce qu'ils sont déjà tous partis. Alors que je n'avais pas encore fait ma présentation, mais en plus, il ne concerne pas le sujet ici, parce que, disons, certains de mes articles ont retenu l'attention des éditeurs. Donc c'est le cas pour mes articles sur retrouver la communication avec l'être intérieur, dans lequel il y a en particulier un chapitre sur l'influence de la pensée sur notre vie, et pourquoi on vit certaines choses en lien avec les sentiments négatifs et nos croyances. Et un deuxième, celui-là il est de 2011, celui-là il a été édité par Trédaniel et il date de l'année dernière, sur le réseau énergétique du lieu sacré, qui est l'équivalent pour la Terre des méridiens d'acupuncture et des nadis pour l'être humain. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci d'avoir été aussi clair que possible dans votre exposé. Juste avant la pause, vous avez peut-être des questions à poser aussi bien à notre intervenant qu'à M. Burly sur l'ostéopathie. Voilà, je voudrais savoir si on envoie un code électromagnétique d'une cellule nerveuse saine, par exemple à quelqu'un qui a une paraplégie, est-ce qu'il y a un petit espoir qu'un jour on puisse l'améliorer? Alors évidemment, à ce genre de questions, je peux répondre que ce que les chercheurs que j'ai étudiés disent. Mais ce genre de réponse, on ne peut pas avoir de réponse parce qu'il faut qu'il y ait des tests, il faut qu'il y ait une certaine statistique. On peut dire que oui, il y a des cas où ça a été fait. En Russie, Garyaev, il demandait qu'on envoie une photo de soi quand on était jeune et sain. Et oui, parce qu'il faisait ça aussi à partir des photos. Et donc, lui dit qu'il avait des résultats. Mais voilà, j'ai pas de garantie. Oui, nous en chromatothérapie, on est très intéressés par votre exposé, puisqu'on pense que la chromatothérapie, c'est avant tout une thérapie de l'information. Je voulais vous poser une question sur les ondes scalaires. Oui. Est-ce qu'on n'est pas justement dans votre champ de recherche? Alors, ce qu'on appelle des champs de torsion chez les Russes, c'est ce que le professeur Mel a appelé des ondes scalaires. Mais moi, pour le moment, j'ai pas encore trop étudié la littérature sur les ondes scalaires, parce que
Ça prend énormément de temps. Je vais lire les écrits scientifiques pas en russe, hein. Mais donc, je dirais que là où j'en suis dans mon enquête, parce que c'est des enquêtes que je diffuse sur mon site internet au fur et à mesure, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que les ondes scalaires, c'est la même chose que les champs de tension. C'est ce que... Est-ce que ça peut suffire comme réponse? Oui. Parce qu'il y a une chose très intéressante au niveau des points d'acupuncture. On constate que la même énergie part en tournant autour des membres. Hein, si, on est arrivé à savoir exactement où sont passés les points d'acupuncture, et on constate qu'il y a une torsade de circulation d'énergie. Une énergie identique. Hein. Voilà. Donc c'est. Oui, parce que. Moi non plus, j'ai pas travaillé sur les ondes scalaires. Pour ça, je vais poser tant de questions. Il y a une littérature très spécifique, même un scientifique ne comprend que le langage de sa partie. Hein. Parce que chacun a un formalisme différent. Donc il faut déjà s'habituer au formalisme. Bon, alors je le fais. Mais c'est vrai que les ondes scalaires. Sur le plan expérimental, c'est surtout Tesla qui les a étudiés, hein, puis d'autres après. Alors, en Amérique, c'est Thomas Burden. Donc, c'est des gens que je conquiers, mais que je n'ai pas encore fait. Mais pour en revenir à la torsade, je crois que c'est essentiel parce que c'est la base de la vie. C'est, d'après Kojèrev aussi, on ne peut pas imaginer un univers sans un mouvement spiralé de base existant, même sans la matière. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà fait des traitements en utilisant les circuits des ondes scalaires par les points d'acupuncture. Voilà. Mais c'est tout à fait débutant. Oui, Jean-Jacques Heller pour M. Boudet. Est-ce que vous connaissez ou vous êtes intéressé aux travaux de Joel Steinheimer sur la musique des protéines, la protéodie et les sons émis par les acides aminés lors de la synthèse? Tout à fait. J'ai même été en correspondance avec lui, je l'ai vu en conférence, j'ai été en correspondance avec lui. Et j'ai écrit dans mes articles sur l'ADN, il y en a 6. Le premier, c'est sur le code génétique, c'est ce qu'on apprend à l'université, mais vu de façon, je dirais, accessible à tous, pas avec un jargon. Le deuxième, c'est sur l'épigénétique. Et pour montrer que le code génétique, il ne s'exprime pas systématiquement, mais qu'il s'exprime en fonction de l'environnement et de notre histoire. Le troisième, c'est sur la structure énergétique, justement, des 95% qui restent, et qui sont en fait, justement, je ne l'ai pas tout à fait précisé, mais qui servent à la résonance de ces biophotons, à l'accumulation et à la circulation des ondes du biophoton. Et le quatrième, c'est sur les protéodies. Le cinquième, c'est sur l'aspect électrique de l'ADN. Et le sixième, c'est sur l'aspect électromagnétique de l'ADN. Donc oui, alors par contre, moi je pense qu'il y a aussi Michel Duhamel qui applique les théories de Joel Steinheimer dans l'agriculture et ils ont d'excellents résultats. Il me reste à comprendre un petit peu la théorie qu'il emploie. Je n'ai pas encore compris la théorie des échelles de Joel Steinheimer, mais bon, ça c'est une autre, j'espère le faire un de ces jours. Merci. Une dernière question. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse? Dans son brevet, il y a aussi une correspondance entre les sons et les couleurs. Ça, c'est un autre sujet. Une dernière question. Là, je crois, c'est là. Comment vous faites vos recherches? Comment vous avez accès et où s'en est en ce moment dans la recherche? Parce que toutes les personnes que vous avez citées, ils datent de quelques années, donc je voulais savoir comment... Je fais mes recherches surtout sur Internet, hein, et aussi par en allant dans des conférences. Donc il y a des... Donc vous avez accès aux matières en russe ou... Vous savez, Internet, c'est un outil à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que si vous faites un mot de recherche, ça ne suffit pas. Il faut lire une publication, et puis vous avez d'autres mots-clés. Des fois, je vais chercher en russe, parce que maintenant, il y a Google Traduction, etc. Et puis, fil en aiguille, il y a des choses que j'ai rajoutées hier soir. Il y a 2 jours, parce que j'ai trouvé des nouveaux renseignements. Juste une question de néophyte.
Ça prend combien de temps l'étude comme vous en présentez aujourd'hui? Ça prend du temps des nuits, des jours, non? Beaucoup d'années, parce que le CNRS, ce qui était bien, c'est que je faisais du travail, mais en fait, c'était pas ma place, c'était pas ma vraie place. Mais du coup, j'en ai profité pour écumer beaucoup des bibliothèques. Déjà à cette époque, je faisais des conférences sur le son, la couleur. J'ai d'ailleurs sur mon site un article très développé sur la couleur du peintre, et la couleur des faisceaux lumineux, et la couleur de l'œil. Voilà, donc ça s'est accumulé, mais je dirais que c'est depuis une dizaine d'années que j'ai créé mon site internet et que je fais ça au fur et à mesure. Maintenant je suis retraité, alors je prends le temps. C'est parfait. Je vous propose, on peut l'applaudir effectivement.